Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Dans tous les journaux depuis quelques jours, la même formule pour qualifier les rapports Paris-Berlin. Rien ne va plus entre l'Allemagne et la France. Il n'est question que de crise et de divergence. Une preuve, c'est le report du Conseil des ministres franco-allemand qui était prévu aujourd'hui à Fontainebleau. Une autre, c'est Emmanuel Macron, la semaine dernière, en ouverture du sommet européen, déclarant publiquement qu'il n'est pas bon pour l'Europe que l'Allemagne s'isole. Alors le diagnostic est-il le bon ? Vous avez sans doute entendu Nicolas Bavrez il y a quelques minutes nous dire qu'en réalité, c'est peut-être la France qui risque de se retrouver marginalisée. L'Allemagne se replie-t-elle dans sa bulle ou bien, tout simplement, réévalue-t-elle sa relation avec la France ? Alors, pas au point de se brouiller tout de même. La preuve, Olaf Scholz est à Paris aujourd'hui. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bienvenue sur Europe 1. Mathieu Bocoté est avec nous également. Bonjour Mathieu. Bonjour. On parlera également, tiens, je vous le dis, avant le quart d'heure qui nous est imparti, de cette affaire de Rohan, ce père qui se retrouve accusé de violence aggravée après avoir rossé l'agresseur présumé de sa petite fille. Mais d'abord, donc, les relations franco-allemandes. Ça devait être une grande réunion de famille, ce conseil d'amitié franco-allemande. C'est une tradition depuis maintenant un certain temps. Réunion de travail, certes, mais de famille. Et à la place, on a un petit tête-à-tête express entre les deux patrons, Mathieu Bocoté. Comment vous interprétez ça, vous ? Mais il y a quelquefois des désaccords qui ne peuvent plus être refoulés, qui ne peuvent plus être laissés de côté, qui doivent être nommés tels quels. Or, le fantasme de la relation franco-allemande, le couple franco-allemand qui serait le moteur de l'Europe, plusieurs l'ont dit, je le dirais aussi, c'est davantage une idée française qu'une idée allemande. Et plus on cherche, plus certains cherchent à construire l'Europe, plus l'Europe veut se construire et plus on constate les idées de l'Europe qui sont mises de l'avant sont contradictoires. Alors, et on est toujours à la veille de guetter le grand moment d'union européenne autour d'une réconciliation définitive de la France et de l'Allemagne qui porterait à jamais le projet européen à une prochaine étape, mais ça ne se présente jamais. Et chaque fois on nous dit, là, avec la guerre d'Ukraine, c'est certain, ça va s'unir. Oui. Ensuite, avec la Covid, et chaque fois, finalement, ce qu'on constate, c'est que les intérêts sont contradictoires, mais les visions sont contradictoires. Donc, je ne suis pas surpris. Quelquefois, je pense que le malaise devait être nommé pour ne pas être justement congelé mentalement et ne pas être capable d'espérer peut-être le surmonter. Alors, Yves Tréhard, moi, je suis assez frappé d'une chose, c'est qu'à lire la presse, on décode qu'en fait, c'est parce qu'on est devenu finalement de si mauvais gestionnaires des finances publiques, si peu visionnaires des relations internationales que l'Allemagne préfère discuter avec d'autres. Il faut arrêter de s'auto-flageller. Vous savez, les torts sont partagés. Oui. S'il y a des torts, d'ailleurs, chacun défend ses intérêts. Chacun défend ses intérêts. Il y a de la conjoncture et il y a de la structure dans cette crise. Et cette crise, c'est la énième crise du couple franco-allemand depuis De Gaulle et Adenauer quand ils ont cherché à ressouder les liens. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'Allemagne voit que le centre de gravité de l'Europe est peut-être en train de se déplacer vers l'Europe centrale, vers l'Europe de l'Est, avec justement le conflit ukrainien et les craintes de la Pologne aussi, parce que la Pologne veut absolument s'arrimer davantage à l'Europe. Tout ça, c'est bon pour l'Europe d'ailleurs. Et puis l'Allemagne défend ses intérêts. Elle défend ses intérêts économiques, elle joue en solitaire. Elle ne joue pas du tout collectif, là, pour le coup. Et la France, elle a aussi ses intérêts à défendre. Donc je dirais que les torts sont assez partagés, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on regarde davantage vers le sud. On a le problème d'ailleurs du Sahel qu'il faut régler et que l'Allemagne nous aide absolument pas à régler. Et Dieu sait si pourtant c'est important. Alors que l'Allemagne, elle, regarde plutôt vers l'Est et plutôt vers, je dirais, l'Europe hanséatique. Donc ce sont deux visions qui sont assez différentes, mais rassurez-vous, le divorce n'est pas arrivé et on arrivera à trouver des terrains d'entente. Mais alors, ce qui est terrible dans cette crise, c'est qu'on voit que la guerre en Ukraine a servi quelque part de révélateur et des erreurs stratégiques allemandes majeures. Non, c'était antérieur à ça. Non, justement, il y a plein de lieux communs qu'il faut quand même mettre de côté. C'est qu'il y a des intérêts, par exemple, sur le côté militaire, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, d'une certaine façon, a effectivement révélé les failles qu'il y avait entre les deux pays, mais c'est bien antérieur à ça. Par exemple, toute la construction du char franco-allemand, ça fait très longtemps qu'il est d'actualité, et ça fait très longtemps qu'on n'arrive pas à le faire. Enfin, le choix du gaz russe... ça, c'est l'or militaire. L'os politique, c'est-à-dire cette politique de main tendue à l'égard de la Russie, on voit ce
que ça donne aujourd'hui. Mais le fait est, alors c'est une autre banalité, mais les nations sont porteuses de leur géographie, elles ne peuvent pas s'en affranchir. Et ensuite, le rapport avec la Russie n'est pas le même dans un cas comme dans l'autre. Et je pense que c'est toute l'histoire du XXe siècle qui remonte à la surface aussi, dans le rapport à la Russie, dans le rapport aux États-Unis, dans l'idée même de l'Europe qu'il faut construire. Et si ensuite vous faites référence avec raison aux petites nations d'Europe de l'Est, eh bien alors là, on fait intervenir les États-Unis. Et c'est pas un détail, c'est la France s'imagine une Europe dont elle serait finalement la puissance inspiratrice. Et on aurait pu le souhaiter, c'était d'une certaine manière le rêve gaullien. Oui, mais Macron, c'est pas tout à fait pareil. Son rêve, lui, c'était une Europe géopolitique, puissance géopolitique. Oui, mais alors ça, pas simplement un vaste marché commun. Mais qui vous dit qu'elle ne l'est pas? Mais j'entends... Laissons finir Mathieu. Alors, j'entends ce rêve macronien, mais c'est un rêve qui est français. C'est un rêve qui est français. Les Allemands, fondamentalement, pensent la protection, la souveraineté européenne sous le signe de la protection américaine. Oui. Et plus encore les petites nations d'Europe de l'Est. C'est-à-dire, quand on pense aux Baltes, si jamais ils entrent en choc un jour avec les Russes, ils misent davantage sur une intervention de la protection américaine que sur la protection française ou allemande. Et on peut les comprendre. Mais le fait est, j'y reviens, que l'Europe comme entité géopolitique à la Macron, c'est un rêve français. C'est une projection française sur l'Europe et ça n'arrive pas. Et le problème avec ça, c'est que la France se ligote mentalement à partir de là. Donc, d'un côté, elle est ligotée par l'empire européiste lui-même, avec sa espèce de construction juridique étouffante. Elle est ligotée par sa volonté de ne pas déplaire à l'Allemagne, qui n'est jamais ligotée par sa volonté de ne pas déplaire à la France. Donc, la France a cette capacité, dans les circonstances, je le dis avec tristesse, de se ligoter à répétition, croyant se grandir. Ouais. En dernière instance, elle est paralysée, se croit stoïque. Moi, je ne crois pas du tout ça. Alors, elle est peut-être paralysée, mais c'est à ce moment-là l'Europe entière qui est paralysée. La France, elle a raison d'avoir cette ambition-là. Et il faut voir que ce qui se passe actuellement est en train de remettre en question le modèle allemand, le fameux modèle allemand qui a été montré en exemple ces 15 dernières années. La dépendance vis-à-vis de la Chine, la dépendance vis-à-vis, évidemment, de la Russie, les choix qui ont été faits en matière énergétique. Tout ça, ce sont de très mauvais, enfin des choix qui ont été très dangereux et qui se révèlent très dangereux aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, que dans ce couple-là, tous les torts sont à mettre d'un côté. Je pense que la France a raison. Mais non, parce que c'est un lieu, je dirais, on a tellement l'habitude de s'auto-flageller qu'il faut de temps en temps savoir regarder la réalité. Et la réalité montre que la France, elle a aussi des intérêts à défendre sur le plan industriel et sur le plan énergétique. En même temps, quand on regarde ce que veut faire Olaf Scholz, il a l'idée d'élargir l'Europe. D'ailleurs, il se met dans les pas d'Emmanuel Macron. Il pourra dire c'est Emmanuel Macron qui l'a proposé, d'élargir l'Europe à 30 ou 36 pays, gouverner à la majorité qualifiée. Et on sait ce qui va se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que l'extension à l'Est va donner les pleins pouvoirs à l'Allemagne dans cette Europe dans laquelle la France se trouverait. Mais qui vous dit qu'elle aura les pleins pouvoirs? Mais attendez, mais parce que vous êtes quand même mais les États baltes, les pays d'Europe de l'Est voteront avec l'Allemagne. Je pense que Mathieu a tout à fait raison quand il dit sur le plan militaire, s'il y a le moindre problème, ce que veulent les pays de l'Est, enfin ce qu'ont toujours souhaité les pays de l'Est, le parapluie américain, sous le parapluie américain, certes, mais ce qu'il faut essayer de faire, et c'est ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a compris, me semble-t-il, ces derniers temps, c'est qu'une défense européenne, ce grand rêve effectivement, ne peut pas marcher sans une défense intégrée à l'OTAN. Et c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Donc il faut quand même raison garder. Et le plan de Scholz pour faire une armée et pour laquelle il a débloqué 100 milliards d'euros. C'est 10 années d'investissement en matériel pour l'armée française. C'est pas fait. Si je peux me permettre un dernier mot là-dessus, il n'en demeure pas moins que le rapport aux États-Unis demeure l'angle mort de toute cette discussion sur l'Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'en dernière instance, l'Europe a une vocation à s'autonomiser, mais encore une fois, quoi qu'on en dise, tout empire qui se constitue autour d'un centre. Je ne connais aucun empire avec plusieurs pôles de décision. Or, l'histoire veut, me semble-t-il, que plus l'Europe se construit, et moins le pôle de cet empire européen sera à Paris, et plus il sera soit à Bruxelles, soit à Berlin, ou à Washington selon certains. Mais et je pense que c'est la question des nations qui revient inévitablement, et qui revient toujours. Plus l'Europe se déploie, plus elle se construit, et plus les nations sont provincialisées ou landérisées. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va se déplacer effectivement peut-être un peu vers l'Est et l'Ouest, parce qu'il y a un poids démographique aussi qui va jouer. Mais sinon, le cœur de l'Europe, il est entre Paris, Bruxelles une fracture culturelle et Berlin. Je pense qu'il faut simplement pas oublier non plus que les nations d'Europe de l'Est regardent l'Europe occidentale et se demandent si c'est encore l'Europe aussi aujourd'hui. Et ça fait partie c'est un autre angle mort de cette réflexion et qui me semble assez important. Mais c'est très La France n'est pas morte. Je pense pas qu'elle soit morte. Non, mais attends. Et bon, on va changer de sujet, messieurs. Yves Tréhard, Mathieu Bocoté-Santal, nos deux éditorialistes du Club de la Presse Europe 1 ce jour. Il y a cette affaire à Roanne.
Roanne. Alors je vous en fais le résumé à grands traits. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un mineur isolé de 16 ans s'introduit dans une maison. Il tombe nez à nez quelques minutes après être rentré dans la maison avec la maman. Il sortait de la chambre de la fillette. Il est soupçonné d'attouchement. Le lendemain, le même jeune retente à nouveau de franchir le grillage de cette propriété. Et là, il se trouve que le papa de la petite fille avait organisé une surveillance avec 3 de ses amis. Ils interpellent, si je puis dire, le jeune homme, le confronte à la mère de la fillette qui le reconnaît comme la personne avec qui elle est tombée nez à nez la veille, sortant de la chambre de sa petite fille. Et là, les 3 adultes rouent de coups le jeune garçon, 10 jours d'ITT. Alors, il se trouve que le jeune garçon se retrouve mis en examen pour violence sexuelle aggravée, mais le père également aussi, et lui risque gros dans cette affaire de 3 à 10 ans de prison. Et le thème de cette affaire, c'est y a-t-il une montée de la justice que l'on se fait soi-même dans le pays? Mathieu Bocoté, c'est quand même un grand sujet. Ah oui. Et ça n'est pas la première affaire. Je repense notamment à cette affaire des Tchétchènes à Dijon, qui avait été le thème de l'autodéfense avait été mis en exergue. Alors, je pense, on va y aller avec la formule obligée, mais qui est par ailleurs tout à fait sensée. Nul ne devrait se faire justice soi-même. Bon, une fois qu'on l'a dit, le fait est que la violence de l'État est une violence consentie. C'est-à-dire, pour peu qu'on fasse l'histoire de l'État, on reconnaît à l'État la violence, on lui transfère parce qu'on lui transfère la responsabilité de nous protéger. À partir du moment où la confiance se lézarde, et elle se lézarde un peu partout, et on constate que l'État intervient toujours trop tard, il intervient ensuite, il intervient après, cette confiance, ce transfert de violence, on commence à se dire, peut-être devrais-je me protéger moi-même minimalement. Et je devine sur le plan du droit, il y a toute une série de considérations, mais je ne parviens pas mentalement à blâmer cet homme qui décide de protéger sa fille. Je pense même que je comprends, il y aurait quelques méfiances, quelques réserves à avoir un homme qui n'aurait pas le réserve de défendre sa fille ainsi, qui a été agressée. Oui. Je comprends que sur le plan juridique, tout ça est compliqué, mais un homme qui ne défend pas sa fille, qui vient de se faire agresser, je me demande de quel père on parle. Alors bon courage à un politique pour défendre ce point de vue exprimé par Mathieu Bocoté. Oui, mais c'est le point de vue qu'il faut défendre, évidemment. Alors au-delà de ça, quand même, c'est la défaillance. Se faire justice soi-même. Non, mais attendez, si on commence à se faire justice soi-même, ça veut dire qu'il y a une cause à cela. C'est la défaillance de l'État. Et alors, la défaillance de l'État, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète, mais ce jeune qui est là, il n'a rien à faire apparemment sur le territoire français non plus. Il est mineur isolé, ça veut dire qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. Et donc, il sort dans la maison et tente de revenir le lendemain. Donc, il commet une infraction quand même. Hein, c'est un cas particulier, chaque fait divers est un cas particulier, il ne faut pas généraliser. Mais il y a quand même à l'origine, si vous voulez, il y a une défaillance dans le fonctionnement de notre État. Et plus il y aura de défaillance, plus la tentation de l'autodéfense sera grande, et plus le risque, pardon de ce grand mot, plus le risque d'une espèce d'anarchie, je dirais, dans le maintien de l'ordre sera grand. Alors, je poserai la question de manière un peu étrange sur le plan moral. Et je reviens, c'est avec ça que j'ai terminé ma première intervention. Un homme qui découvre la personne qui a agressé sa fille et qui n'a pas... qui ne décide pas il ne décide pas, ben là, je vais lui régler son compte, ce type-là plus jamais va toucher à ma fille, ce type-là plus jamais va même toucher une autre fille comme ça, et qui n'a pas le sentiment que c'est sa responsabilité de faire en sorte que plus jamais il fasse ça. Je me demanderais si c'est encore un homme, je me demanderais si c'est quelqu'un qui est encore porté par la part de vertu, la part de virilité nécessaire pour être un citoyen, pour être un homme complet. Quelqu'un qui dirait, ah ben oui, il a fait ça à ma fille, mais je me fie aux autorités pour que tout se passe bien. Il y aurait quelque chose de brisé sur le plan moral. Et ensuite, je distingue cette réflexion de la dimension juridique, mais notez que ça se multiplie. Hein. Là, je me détache de ce cas qui est assez choquant. Quand, par exemple, on peut se faire voler sa maison par des squatteurs, et si on cherche à reprendre la possession de son propre bien, eh bien non, tout l'appareil juridique fait en sorte que c'est plus compliqué reprendre sa propre maison. Multiplier les exemples comme ceux-là, quand le droit et l'État se retourne contre le commun des mortels, le commun des mortels a le droit d'être en colère. Yves Tréhard, le mot de la fin. Oui, pour compléter ce que vient de dire Mathieu, je vous rappellerai, vous savez ce qu'avait dit ce père de famille veuf après les attentats du Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine. Non, ça, j'ai jamais compris ça. J'ai toujours trouvé ça fou. Non, mais moi, après le Bataclan, j'aurais dit, vous aurez ma haine et vous l'aurez pour toujours. J'apporte cela au débat, justement, parce que c'était un texte qui avait été assez étonnant et qui avait interpellé, je pense, la réflexion de tout le monde.